18 heures, la bourse en temps réel. Et donc Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York, qui contribue tous les jours à Intégral Bourse, le président de Mescart Financial Services. Grégory, quand même un mot peut-être de Renault Fiat, parce que dans Renault Fiat, il y a aussi Chrysler, Grégory. Historiquement, c'est une marque américaine. Je ne sais pas, est-ce que c'est un sujet, un dossier automobile qui fait un peu parler chez vous, malgré tout, Grégory? C'est-à-dire qu'on en a évidemment parlé dans la presse spécialisée, dans les journaux tels que le Wall Street Journal. Mais en fait, autrement, il y a très très peu de commentaires et je dirais plutôt pour une raison assez pragmatique, assez simple, c'est que pour les investisseurs américains, et c'est évidemment les médias américains s'adressent aux investisseurs américains, ce deal est pratiquement pas possible à jouer. Et je m'explique. Si vous voulez acheter par exemple des actions Renault, comme américain, vous avez une possibilité, ça serait d'acheter ce qu'on appelle les American Deposit Receipts, les ADR, c'est bien connu. Sauf que le problème avec les ADR de Renault, c'est qu'il n'y en a pratiquement pas sur le marché. La moyenne, c'est à peu près 70 000 par jour. Alors, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, 70 000 actions Renault ADR par jour, alors que Ford, il y en a 40 millions par jour qui sont échangés. Donc, tout simplement pour des raisons un peu de liquidité des titres, ça n'intéresse pas trop les médias américains. Il faut quand même dire que Fiat Chrysler, dont le symbole est FCAU, et qui est aussi une ADR, par contre, avec plus de liquidité, puisque vous avez Chrysler dedans, la moyenne d'échange est de 4 millions de titres. Donc déjà, peut-être pour un Américain, il va s'intéresser un peu à ce deal, mais en ayant moins, je dirais, de possibilités de le jouer que si vous êtes un investisseur européen. Ouais, c'est intéressant, ça rappelle effectivement ces ADR, des actions un peu particulières qui sont utilisées pour les groupes qui ont besoin d'avoir une cotation également aux États-Unis. Comme souvent, beaucoup de groupes français ont des ADR sur le marché américain. Bon, très peu liquide dans le cas de Renault, ce qu'on peut comprendre, Grégory. Restons sur la thématique des fusions-acquisitions, des deals, mais changeons de secteur. Il y a un secteur, pour le coup, il se passe énormément de choses depuis le début de l'année. C'est le secteur des paiements, avec des grosses opérations qui se multiplient. La dernière en date, alors ce sont des acteurs complètement inconnus, enfin en tout cas pour le grand public. La dernière opération en date qui a été confirmée, je crois, aujourd'hui chez vous, Grégory, c'est Global Payment qui rachète Total System Services pour un peu plus de 21 milliards de dollars. Et rien que de dire 21 milliards de dollars, ça veut dire quelque chose. Et le deal précédent avec Fiserv, c'était 30 milliards. Avec Fidelity, c'était un peu plus. Et c'est vrai, c'est une technologie qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas appréhender. Par contre, elle est là tout le temps. Vous allez dans un magasin, vous allez dans un restaurant, vous faites un paiement avec votre carte bleue. Alors vous savez qui sont les acteurs, votre carte bleue, votre banque, ça va peut-être être une carte Visa, mais derrière cela, il y a de la technologie et cette technologie, les acteurs sont en train donc de se consolider. Alors c'est quoi la technologie? C'est par exemple la vérification de l'identité, la vérification du crédit des personnes, que la carte n'a pas été volée. C'est aussi tout simplement la transmission des données, c'est la calculation par exemple des commissions qui sont payées au restaurant, à la carte, à la banque, etc. Donc en gros, il y a un travail technologique intensif qui, à l'œil d'un observateur, est totalement invisible. Par contre, c'est des acteurs qui sont très très importants. Pourquoi se consolider? C'est parce qu'en fait, ils offrent tous pratiquement les mêmes services, mais comme je disais, par exemple, une carte offre plus de vérification, une autre offre, pas une carte, un réseau offre plus de vérification, un autre réseau plus de moyens de comptabilisation, etc. Il n'y avait pas vraiment de raison de garder une grande dispersion. Et on peut dire que là, cette consolidation qui s'est faite avec des très gros deals est pratiquement terminée. Ouais, intéressant. On va reparler de ce secteur des paiements avec l'invité suivant qui viendra nous parler du thème de la safety, de la sécurité un peu partout dans le monde, et notamment dans le monde informatique. Grégory, tiens, juste un mot encore dans l'univers des paiements. Là, je vois que Citi a abandonné les discussions avec Apple en vue d'une collaboration, sur l'Apple Card d'Apple. Pourquoi est-ce que les discussions s'arrêtent? Alors en plus, les analystes de Citi, la muraille de Chine bien sûr, mais les analystes de Citi en profitent pour baisser leurs prévisions sur Apple. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais en tout cas, il y a toujours une coïncidence temporelle intéressante. Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent les discussions avec Apple au sujet de l'Apple Card, Grégory? Oui, alors ne soyons pas mauvaise langue. Laissons tomber la muraille de Chine. Il y a une raison qui est très pratique. En fait, Citi disent que
Pour le moment, il y a un partenaire avec Apple pour l'Apple Card, c'est Goldman Sachs. Et ce que dit Citi, c'est qu'en fait, les conditions sont telles qu'ils ne gagneraient jamais de l'argent en émettant une carte Apple. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, cette carte Apple, elle va être très favorable au consommateur. Elle va, par exemple, lui montrer qu'il doit payer très rapidement sa facture de sa carte de crédit pour éviter d'être chargé des intérêts. C'est comme ça que la plupart des banques aux États-Unis gagnent de l'argent. C'est avec les intérêts sur les cartes de crédit. Il ne faut pas oublier que ces taux d'intérêt sont entre 18 et 20%. Si vous avez sur votre téléphone Apple ou un autre et votre carte Apple un petit signal que si vous ne payez pas votre facture d'ici 2 jours, vous allez être chargé 20% de taux d'intérêt, vous payez. C'est formidable pour le consommateur, ça enlève une énorme source de revenus pour la banque. Donc ce que dit Citi, c'est pour nous, ça serait pas du tout rentable. On a déjà tellement de cartes de crédit. Et pour Goldman Sachs, qui a lancé donc cette carte Apple, c'est différent. Goldman Sachs, c'est pas une compagnie, c'est pas une banque qui est vraiment encore avec une clientèle très très large. Donc pour eux, c'est, je dirais, un produit d'appel pour élargir leur base de clients, pas seulement des institutionnels ou des gens très riches, mais un peu monsieur tout le monde. Alors que pour Citi, qui a toutes les cartes au monde, Visa, Mastercard, etc., ça n'avait pas vraiment d'intérêt de rajouter un produit bancaire qui ne leur rapporterait pas d'argent. Bon, voilà donc pour le dossier Citi et Apple. Grégory, un mot peut-être d'Alibaba, alors valeur chinoise, mais qui s'est cotée en premier lieu sur le marché américain. Donc de ce point de vue-là, c'est une cotation américaine, mais Alibaba envisage quand même d'avoir une cotation sur son marché domestique, à Hong Kong en l'occurrence. Alors ce qui leur permettrait, je crois, de lever encore 20 milliards de dollars, c'est ça, Grégory? Ils ont besoin d'avoir une place de cotation en Chine, j'imagine. Alors, on peut déjà dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de 20 milliards de dollars. C'est vraiment une autre question. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une place de cotation en Chine? Ça semble assez simple. En fait, Alibaba, d'abord, compagnie chinoise évidemment, mais elle est domiciliée fiscalement où? Aux îles Caïmans. Où est-ce que l'action est listée, donc est inscrite? Le New York Stock Exchange aux États-Unis. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre que pour les Chinois, parce qu'Alibaba est chinois, il y a quand même une inquiétude que leur plus grosse compagnie soit uniquement sur les bourses américaines. On parle de guerre commerciale, mais on peut parler de tout ce qu'on veut. Ils aimeraient avoir une base d'investisseurs plus large. Donc, il y a quelques années, quand ils ont fait l'introduction en bourse aux États-Unis, c'est parce que Hong Kong n'avait pas voulu. Pourquoi ils n'avaient pas voulu? C'est que dans les statuts de la bourse de Hong Kong, il fallait, je dirais, au niveau de la dirigeance, qu'il y ait plus de transparence, qu'il n'y ait pas un actionnaire aussi important que Jack Ma. Donc tout simplement, c'était Hong Kong qui avait dit non, ça ne correspond pas à nos critères. Sauf que là, Hong Kong a pas mal changé, les critères ont peut-être baissé, et puis surtout, ils ont besoin actuellement d'attirer de plus en plus de compagnies chinoises sur leur marché. Donc oui, cette introduction en bourse par une secondaire, ça sera toujours une Alibaba, ça sera 20 milliards d'actions Alibaba de plus. Je dirais c'est extrêmement intéressant. Ça va peut-être aussi pousser Alibaba à racheter la participation que SoftBank a dans Alibaba. Alors pour SoftBank, la participation dans Alibaba, ça a été peut-être l'affaire du siècle. Personne n'a jamais fait une aussi belle affaire. Ils étaient rentrés au tout début d'Alibaba. C'est des dizaines et des dizaines de milliards de profits. Peut-être que Alibaba veut racheter une petite partie de cette participation. Mais je dirais, avant tout, c'est une raison, je dirais, politique, pragmatique, pour essayer d'éviter des problèmes qui n'ont pas lieu actuellement, mais qui pourraient arriver, on ne sait jamais, dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services, avec nous tous les jours en duplex depuis New York. BFM Business.